Vous recevez ce matin Gérard Deprez, député européen et maire. Messieurs, c'est à vous. Bonjour Gérard Deprez. Bonjour. Et évidemment, cet échec d'abord, pour commencer, échec des ministres de l'Intérieur européens, pas d'accord sur la répartition des réfugiés et aussi évidemment un retour aux frontières, au contrôle aux frontières en Allemagne, en Autriche, en Slovaquie, en République tchèque, la Hongrie qui dresse un nouveau rideau de fer presque. Est-ce que l'Europe est en train de régresser ? De régresser, non, mais elle ne va pas bien. Je veux dire, on se trouve devant un défi dont on n'a pas encore bien pris la mesure, et en tout cas devant lequel un certain nombre d'États reculent. Vous les avez cités, donc essentiellement ce sont les nouveaux pays de l'Europe de l'Est. Vous les comprenez quelque part, vous qui les côtoyez, certains eurodéputés de l'Est, est-ce que vous comprenez leurs arguments ? Je ne comprends pas bien leurs arguments, et pour être tout à fait franc, je suis un peu inquiet. Je considère par exemple que ce qui vient d'être fait en Hongrie sous la houlette de M. Orban est véritablement dangereux parce que non seulement il met des barbelés aux frontières, en plus il criminalise les migrants. Quelqu'un qui veut franchir la frontière dans ce pays-là pour échapper à la mort. Je vous rappelle qu'un certain nombre de ces migrants sont des gens qui quittent leur pays parce qu'ils sont menacés par des bombardements, des exécutions, des décapitations. Cela, il les criminalise. Et donc, je fais une différence entre l'attitude de la Hongrie qui, sous la responsabilité de M. Orban, me semble en voie de fascisation. Je mesure mes mots. Est-ce qu'elle a encore sa place dans l'Europe ? Le véritable problème est qu'il faudrait un dispositif européen qui permette de la remettre dans le droit chemin. Mais pour l'instant, elle n'est pas dans le droit chemin et ce dispositif n'existe pas. Pour les autres pays, ce qui m'inquiète un peu, c'est cette espèce d'égoïsme du nouvel arrivant, si vous voulez. Il bénéficie de l'ensemble des mécanismes de soutien à l'intérieur de l'Union européenne, des paquets de milliards, tous ces pays-là, dans le cadre de ce que l'on appelle la politique de cohésion. Et au moment où il faut se montrer solidaire, il renacle. Donc il y a quelque chose de choquant là-dedans. L'Europe n'est pas un tiroir-caisse dans lequel on peut puiser sans amener à un certain moment sa contribution. Donc ça, je le regrette profondément. Donc il n'y a pas eu d'accord à l'unanimité hier. Il y aurait pu avoir une majorité qualifiée des États membres qui décident donc de quotas de répartition. On parle de 120 000 réfugiés à répartir. Oui. Ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu de passage en force. Il y a une deuxième chance possible. Il y a une deuxième chance possible. Ce qui semble acquis, je vais vous donner mon impression précise sur ce qui s'est passé. Ce qui semble acquis, c'est que les ministres en particulier français et allemands n'ont pas voulu forcer le destin. Ils auraient pu avoir une majorité, mais une majorité, quand il y a des gens qui sont à ce point opposés, ça peut être l'objet d'une rupture. Donc, créer une rupture à l'intérieur de l'Europe. Et nous avons suffisamment de lignes de fracture à l'intérieur de l'Europe maintenant, entre le nord et le sud, entre l'ouest et l'est, à l'intérieur de la zone euro et les autres, pour dire qu'on ne va pas ajouter celle-là aussi. Donc, il était peut-être sage de ne pas risquer l'épreuve de force maintenant, en espérant que dans un mois, on arrivera à une solution équilibrée et solidaire. Vous le croyez vraiment ? Parce que quand on voit les lignes de fracture à ce point fortes de la Pologne, de la Hongrie, la différence à ce point marquée, on se dit quand même que là, on voit mal ce qui pourrait réunir tout le monde. Oui, oui et non, si vous permettez, parce qu'il n'y avait pas qu'une décision qui était sur la table là-bas. Pour la première fois, on a l'impression qu'il y a une stratégie globale qui est occupée à se mettre en place. Et je ne sais pas quand elle va prendre forme définitivement. Mais vous avez vu qu'un certain nombre de pays européens commencent à discuter sérieusement de la possibilité d'une intervention militaire contre Daesh en Syrie. Donc, on veut tarir, si vous voulez, la situation à partir de laquelle les réfugiés sont obligés de quitter leur pays. Il y a une action déterminée qui va être menée contre les passeurs. Je ne dis pas que ça règle tous les problèmes, mais en tout cas, les passeurs sont des criminels et ils doivent être arrêtés. Oui. Ça a été décidé hier, une augmentation des moyens de Frontex, notamment. Une augmentation des moyens de Frontex et des moyens militaires pour les empêcher de continuer leur trafic juteux. 3, il y a ce que l'on appelle les hotspots. C'est un terme un peu barbare qui veut dire quoi ? Qui veut dire que dans les pays où arrive pour l'instant un grand paquet de migrants, on ferait des centres provisoires dans lesquels on trierait les gens de manière... Et puis après, on les orienterait en fonction des quotas. Ce sont des centres de tri. C'est un mot qui n'est vraiment pas très joli, mais c'est ça. C'est un centre d'examen et d'orientation, si vous voulez. Et puis, il y a ce problème de la répartition. Parce que si vous n'avez pas de répartition équitable, et si vous n'avez pas ce qu'on appelle ces hotspots pour examiner les demandes et puis orienter les gens, vous avez ce que vous avez maintenant, l'Allemagne qui ne sait plus faire face, parce qu'il y a trop de gens qui arrivent d'un coup, tous dans la même direction. Qu'est-ce qu'elle a décidé ?
décidé, Madame Merkel. Elle n'a pas fermé les frontières. Elle a décidé des contrôles aux frontières. Et plutôt que de laisser aller tout le monde à Munich, on les oriente maintenant vers le reste de l'Allemagne. C'est une réponse à un manque de solidarité? Ou est-ce que... C'est pas seulement, pour l'Allemagne, c'est pas une réponse à un manque de solidarité, c'est une réponse à un manque d'organisation, si vous voulez. Et au niveau européen. Au niveau européen. Mais est-ce que c'est pas aussi un aveu d'échec et ça beaucoup le disent de plus en plus en Europe, c'est que Angela Merkel a été... Angela Merkel, on me fait toujours la remarque. Angela Merkel a été... trop généreuse dans son message d'accueil en Allemagne. Elle a créé un courant migratoire vers l'Europe et que maintenant elle se rend compte que c'est trop tard. Elle est allée trop loin. Mais non, elle n'a pas créé ça. Au moment où elle a pris la parole, tous ces réfugiés étaient pratiquement sur le territoire européen, pas tous à l'intérieur de l'Union. Mais ils se trouvaient soit en Grèce, soit en Serbie ou dans les pays limitrophes. Il n'y a pas de revirement de l'Allemagne dans ce qui s'est passé? Non, il n'y a pas de revirement de l'Allemagne. Je ne suis pas d'accord avec les commentaires désobligeants qui ont été faits. Le dispositif qui est mis en place maintenant est un dispositif pour orienter les migrants, pas les migrants, les réfugiés, je fais une différence entre les migrants et les réfugiés, qui arrivent en Allemagne, pour les répartir sur la totalité du territoire, parce que München ne parvenait plus à les traiter tous correctement, parce que l'Allemagne essaie de les traiter correctement. Tous les pays ne font pas la même chose. Oui, on l'a dit, il y a eu plusieurs pays contigus à l'Allemagne qui ont remis des contrôles aux frontières, c'est le cas de l'Autriche, la République tchèque, on l'a dit. Mais c'est aussi pour orienter, donc il ne faut pas dire que les frontières ne sont pas fermées. Non, c'est des retours de contrôle aux frontières. Le seul qui est fermé, ces frontières, avec des barbelés, c'est Viktor Orban et la Hongrie. Et c'est de celui-là que j'ai dit que son pays, sous sa houlette, était en voie de fascisation. Est-ce que la Belgique, à un moment donné, va devoir faire la même chose? Le secrétaire d'État à l'asile, Theo Franken, a dit que c'était une possibilité. C'est une possibilité, tout dépend du rythme des arrivées. Si vous avez, par exemple, on sait qu'il va y avoir, si vous aviez 50 000 personnes qui devaient arriver d'un seul coup, ça serait intéressant de pouvoir les contrôler à la frontière pour les orienter, pour qu'ils n'arrivent pas tous à Bruxelles, parce que demain ils seraient dans le parc royal, ou ils seraient... On ne sait pas où on les mettrait. Donc le véritable problème de ce contrôle maintenant, c'est pas pour refuser les gens, c'est pour les orienter. Mais est-ce qu'en participant à ça, la Belgique ne participerait pas aussi à une sorte de nivellement par le bas de l'Europe? En disant chacun va orienter, mais chacun va orienter vers le voisin. Et finalement, personne n'en voudra. Non, je n'ai pas parlé d'orienter vers le voisin. J'accepte la logique des quotas pour chacun des États membres. Et je vous rappelle ce que j'ai dit, ce qui me semblerait essentiel maintenant, plutôt que d'avoir ces flux de réfugiés non contrôlés qui circulent. On voit bien, les gens marchent sur les rails de chemin de fer, ils ne savent pas où aller, dès qu'il y a une ouverture, ils s'y précipitent tous, et donc ils arrivent tous au même endroit. Ce qu'on appelle les hotspots, donc ces grands centres d'orientation, d'examen et d'orientation, sont une nécessité impérieuse, parce que sinon, les réfugiés vont arriver de tous les côtés en même temps, et peut-être se précipiter tous sur la même zone, et on ne saura pas les traiter et les accueillir correctement. Et les hotspots ont un autre avantage aussi, il faut avoir le courage de le dire, c'est de faire une certaine sélection entre les réfugiés et ceux qui essaient d'entrer par le canal des réfugiés en Europe pour des raisons qui ne justifient pas l'asile. Autre chose, sur la position belge en la matière, qui a été exprimée hier notamment, du côté de la NVA, on entend beaucoup et de plus en plus certains dire ce qu'on n'arrive pas à faire l'Europe, il faut que la Belgique le fasse. L'Europe a échoué à contrôler ses frontières extérieures, il faut que ce soit la Belgique qui le fasse, c'est notamment Hendrik Weuil, le chef de groupe à la Chambre, qui l'a dit clairement. Est-ce qu'il y a de l'euroscepticisme là-dedans? Je pense que dans le chef d'un certain nombre de responsables de la NVA, il y a un véritable euroscepticisme, oui. D'ailleurs, ils sont dans un groupe eurosceptique au Parlement européen. Avec David Cameron. Et je ne crois pas que c'est avec ces gens-là qu'on permettra à l'Europe de franchir le cap qui la rendra plus solide et plus performante. Mais Theo Franken, il siège au Conseil des ministres hier. Theo Franken, il siégeait au Conseil des ministres européens qui devait prendre la décision hier. Est-ce qu'ils font partie de la solution du problème? Jusqu'à présent, si vous permettez, je pense que Theo Franken, malgré ses déclarations malheureuses, exécute la politique du gouvernement. Celui qui vient de parler maintenant, Weuth, n'est pas un membre du gouvernement. Et donc, la parole de la NVA, et c'est un grand écart, à mon avis, assez délicat, la parole de la NVA est libre. Mais l'action du gouvernement doit être l'action du gouvernement. Et jusqu'à nouvel ordre, c'est le cas. Et elle ne vous semble pas, vous, l'europhile, trop influencer cette action du gouvernement par la ligne de la NVA? Non. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas senti. Quand je vois les dernières décisions qui ont été prises par le gouvernement, notamment celle dont a parlé encore le Premier ministre hier, à savoir un centre ouvert 24 heures sur 24, ça ne me semble pas du tout dans la logique de la NVA.
Merci Gérard Je Deprez. ne comprends pas les arguments des pays de l'Est. L'Europe n'est pas un tiroir-caisse dans lequel on peut puiser sans que l'on fasse d'efforts à certains moments. Sur la Hongrie, Orban criminalise des gens qui fuient la mort dans leur pays. La Hongrie est en voie de fascisation et je pèse mes mots. Déclaration à l'instant de Gérard Deprez dans Matin Première. Merci beaucoup Monsieur Deprez. Merci beaucoup Bertrand Haine.